20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal. La sortie d'Abdoulaye Daouda Diallo sur la répression de la manifestation des étudiants. Le ministre de l'Intérieur le reconnaît le droit de grève mais pas de saccager des édifices. Maître Sidiki Kaba, candidat du Sénégal à la CPI, son objectif, changer la perception que les Africains ont de la Cour pénale internationale. Le mal-être des populations d'Aïnoumandi dans la commune d'arrondissement de Diamaguène. Ils vivent avec les eaux de pluie depuis 2005. À Matam, c'est l'inquiétude. L'hivernage est déjà là. Les promesses du ministre en charge des inondations n'ont jamais été respectées. Et puis le focus du jour porte sur le fistule obstétrical, une maladie qui survient après l'accouchement. Le prétexte, c'est la journée mondiale de la fistule ce 23 mai. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane. Nous démarrons cette édition avec la réaction du ministre de l'Intérieur sur la crise à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Abdoulaye Daouda Diallo reconnaît aux étudiants le droit d'aller en grève, mais avec un grand mais. Mais pour le ministre de l'Intérieur, le saccage des édifices est tout simplement inacceptable. L'intransigeance sera de mise sur le respect des droits de chacun. Makital. Ce qui s'est passé à l'université est inacceptable. On ne peut pas quand même permettre à des étudiants de saccager des édifices publics. C'est ce qui s'est passé, tout le monde l'a constaté. La presse l'a relayé partout, que l'université a été saccagée, que tout est sens dessus, sens dessous. Vous comprendrez bien que ce n'est pas justement donc, du fait des forces de sécurité, ça c'est clair. Donc, un étudiant qui a le droit de manifester, oui, on l'accompagnera, c'est une marche qu'il faudra, ça s'arrête là. Mais on n'acceptera en aucune façon et sous n'importe quel prétexte, sous aucun prétexte, quand même qu'on puisse saccager des biens publics. Je rappelle que nous ne transigerons en aucune façon. Le pèlerinage de Popenguine, c'est pour bientôt, chère Tidiane. Le ministre de l'Intérieur a tenu une réunion au cours de laquelle il assure le soutien de l'État afin que le pèlerinage marial se déroule dans de bonnes conditions. L'abbé en charge de l'organisation, Dominique Stanislas Mendy, donc, est sorti convaincu. Il espère qu'avec les dispositions prises, le pèlerinage se passera normalement. Compte rendu signé à Makital et Modou Diop. L'État du Sénégal a prévu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement du pèlerinage de Popenguine, a assuré le ministre de l'Intérieur lors d'une réunion. Président Macky Sall, pour que... Le président Macky Sall a pris toutes les dispositions pour un bon pèlerinage, car c'est un événement qui concerne tous les Sénégalais. Et surtout, nous allons continuer à être. Le ministre est revenu sur l'importance du dialogue islamo-chrétien et espère la participation de tous pour la réussite de l'événement. C'est important de pérenniser le dialogue islamo-chrétien et cet événement nous rappelle des hommes comme le cardinal Hyacinthe Thiandoum ou Monseigneur Jacques Sarr qui étaient d'éminentes personnalités. Parce que l'abbé en charge de l'organisation du pèlerinage espère un événement réussi après cette réunion. Les travaux se sont bien déroulés. Nous avons pu pointer un certain nombre de défis à relever. Le défi de la bonne organisation, le défi de faire mieux que les autres années, le défi de toujours poursuivre ces efforts qui constituent à mettre les pèlerins dans de bonnes conditions de prière et de convivialité. Donc cette réunion nous a donné entièrement satisfaction. Le pèlerinage de Popenguine est un événement religieux des plus importants au Sénégal. Les pèlerins espèrent un appui important de l'État pour un séjour agréable. Makital, merci. Je vous le disais en sommaire, Maître Sidiki Kaba, candidat à la présidence de la CPI sur proposition du Sénégal. Pour l'actuel garde des Sceaux, la perception que certains ont de la Cour pénale internationale doit changer. Pour Maître Sidiki Kaba, cette juridiction internationale n'a pas été uniquement conçue pour juger les Africains. Récit Ibrahim Akan. Réconcilier toutes les régions avec la CPI, notamment l'Afrique et l'Union africaine, voilà entre autres raisons qui sous-tendent la candidature de Maître Sidiki Kaba pour la présidence de la Cour pénale internationale.
Cette juridiction internationale, en vigueur depuis 2002 après l'adoption du statut de Rome par 120 pays ayant pris part à la conférence diplomatique des plénipotentiaires de l'ONU le 17 juillet 1998, est une juridiction permanente chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. Certains pays, parmi les 120 ayant signé le statut de Rome, ont refusé de ratifier le statut. Il s'agit entre autres des États-Unis, de la Russie, de l'Israël. Depuis sa création, la CPI a statué sur plusieurs cas, généralement concernant l'Afrique. Son premier verdict, celui de Thomas Lubanga, président de l'Union des patriotes congolais, réconciliation et paix, condamné à 14 ans de prison pour crimes de guerre et enrôlement d'enfants de moins de 15 ans. D'autres personnalités africaines auront maille à partir avec cette juridiction, notamment l'ancien chef d'État libérien Charles Taylor, condamné à 50 ans de prison, l'actuel chef d'État du Kenya Uhuru Kenyatta, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, également traduits à la CPI et attendent toujours d'être jugés. Une situation qui fait que certains observateurs estiment que la CPI est conçue uniquement pour juger les Africains. Pour Maître Sidiki Kaba, il faut changer cette perception négative de la Cour par les populations africaines et celles d'ailleurs, car celle-ci, dit-il, risque à terme d'affecter la crédibilité et la légitimité de la Cour. Avec la candidature de Maître Sidiki Kaba à la présidence de la CPI sur proposition du chef de l'État, le Sénégal aura peut-être pour la première fois de son histoire un fils à la tête de la juridiction internationale. Le cri du cœur des populations d'Aïnou Mandi, un quartier situé à Thiaroye, donc Thiaroye-Gare dans la commune d'arrondissement de Diamaguène. Depuis 2005, ils vivent avec les eaux de pluie. Ces populations réclament une canalisation pour évacuer donc ces eaux de pluie. Reportage signé sur place Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. De petits poissons qui frétillent, attirant l'attention des tout-petits, des eaux verdâtres stagnent, des herbes par-ci et par-là. Voilà le décor d'Aïnou Mandi, un quartier de Thiaroye-Gare. Les habitants sont désespérés. Pendant l'hivernage, le quartier est inondé. Je trouve 1000 astuces pour me protéger. Il nous faut un système de canalisation. C'est la seule solution parce qu'on a éliminé les tuyaux et les pompes. Une canalisation, comment régler le problème? Angoissées, les populations le sont à l'approche de l'hivernage. Elles doivent cotiser pour faire face aux inondations. fini ni yépp ndox la woon ñu ñoo góorgóorlu suñuy jëkkër yi suñuy gore yi lu ñu am ñu cotiser ñu jënd ay suuf ñu sëkkal ñu ko ba ñu mën ci taxaw tey benn fii machine bu mag moo fi nekkoon mais machine bi après dañ ko yóbbu. ñu samp fa lu mel ni ab pont muy jàppale askan wi. ndox bi moo tax ñu def ko fi parce que fii nii dafa amoon ndox. Cette passerelle est la seule solution. Il faut qu'on... Et puis, chère Tidiane, inquiétude pour les populations de Matam alors que l'hivernage a fait son entrée. Rien n'a été réalisé depuis un an après le séjour du ministre en charge des inondations. Les travaux de curage des canaux de Soubalo et Tantadi ne sont toujours pas réalisés, ce qui fait grincer des dents dans cette ville située dans la partie nord du pays. C'est une correspondance signée Ali Bandelnian. Près d'un an après le séjour du ministre en charge des inondations, les populations de Matam attendent toujours ces engagements du gouvernement. Une digue de protection pour sécuriser la capitale régionale, la réalisation de la seconde phase de l'assainissement vers les quartiers de Gourel-Serigne et des ouvrages d'art pour barrer la crue à Djamel, tel était entre autres engagements des autorités gouvernementales. Au moment où l'on a commencé à enregistrer des gouttes de pluie un peu partout dans la région de Matam, c'est bien l'inquiétude des autorités locales. Une inquiétude beaucoup plus accentuée par le fait que jusqu'à cette date, le curage des caniveaux de Soubalo et de Tantadi n'a toujours pas été effectué. Moi, je pensais déjà qu'on aurait dû commencer la deuxième phase de l'assainissement depuis quelques mois. Et là, on dirige vers la période hivernale. C'était quand même prévu de nous faire la deuxième phase de l'assainissement, de nous faire le curage, puisque le curage n'est toujours pas fait, alors qu'avant-hier, il y a une première pluie. Et puis aussi, on nous avait parlé du démarrage de la digue de protection. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Et là, vraiment, moi, je suis un peu inquiet. Vraiment, l'appel que je devrais lancer au président de la République, c'est d'abord un très bon regard, et surtout dans la commune, qui est quand même chef-lieu de région,
Et deuxième chose, c'est le curage. Bon, le ministre des collectivités locales quand même nous a adressé un courrier, soit disant que les collectivités fassent le curage. Ils savent bien que c'est impossible. Donc chaque année, c'est l'État qui devrait faire le curage des canaux. Dans la ville de Matam, les populations, dans leur majorité, commencent déjà à s'interroger. Elles qui ont encore la hantise des inondations ont peur de revivre des moments douloureux encore pour les 3 prochains mois, dans une ville entourée par un fleuve et qui chaque année est envahie par les eaux de la crue. Le changement climatique, un facteur qui aggrave la pauvreté. Oui, Léa, c'est le résultat donc, du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales. La publication a eu lieu ce matin lors d'une conférence de presse, compte rendu signé Aïssatou Païfal et Mohamed Dian. Qu'elle soit chronique ou transitoire, la pauvreté se différencie selon les générations. Ce sont les pertes de récoltes, ce sont les incendies, mais aussi les inondations qui ont été passées en revue sur les différentes générations. On se rend compte que les générations les plus anciennes restaient plus longtemps dans la pauvreté chronique, c'est-à-dire lorsqu'elles subissaient un choc, elles avaient du mal à se remettre de ces chocs-là. Conséquence, les jeunes générations sont beaucoup plus exposées à ces chocs du fait des sinistres récurrents. En revanche, les générations les plus jeunes résistent plus fortement, développent plus de résilience, ont tendance à domestiquer les chocs. Cependant, elles subissent plus de chocs qu'auparavant. Et ces formes de résilience que développent les générations les plus jeunes les amènent à être moins exposées à la pauvreté chronique et donc, par contre, elles sont plus exposées à la pauvreté relative. Les politiques de l'État mises en place ne permettent pas encore de réduire la pauvreté. Des résultats très mitigés. Les formes de solidarité qui sont mises en œuvre sont plus orientées vers des groupes, des catégories de personnes de la classe moyenne. Les pauvres chroniques ne reçoivent pas des formes de solidarité qui leur permettent de se remettre à niveau. Des politiques sociales à revoir. Il urge de mettre en place des investissements relatifs à la prévention, à la protection sociale, afin de réduire les chocs dus au changement climatique. Et puis, accord de pêche signé entre le Sénégal et l'Union européenne. Dans le département de Kébémer, les pêcheurs de Lompoul-sur-Mer protestent. Ils menacent de geler le paiement des licences de pêche si l'État ne revoit pas ces accords. Malik Ba est le secrétaire général du GIE interprofessionnel Centre de pêche de Lompoul. Nous l'écoutons au micro de Tchernofal. À Lompoul aujourd'hui, la pêche elle est abondante. On voit beaucoup de produits. Toutes les variétés de poissons qu'on ne voyait pas aujourd'hui, on les voit. Mais à notre grande surprise, si l'État du Sénégal retourne encore à signer des contrats avec l'Union européenne sur la pêche, je pense que c'est bafouer alors la gestion que nous avons eu à mettre. Donc nous refusons catégoriquement et nous déplorons cela au niveau du ministère de la Pêche et nous déplorons cela partout où nous allons. On a signé des pétitions. Ici à Lompoul, on a eu 300 pêcheurs qui ont signé des pétitions et qui disent non à ces accords de pêche. Abondance de sucre au Sénégal, au moins pour les 4 prochains mois. Une annonce de l'UNACOIS Japo, bien accueillie du côté des commerçants, même si pour ces derniers, le sucre local n'a pas vraiment la cote auprès des consommateurs. Fatima Thiam, Younous Diata. Le marché sénégalais approvisionné en sucre durant les 4 prochains mois sans risque de pénurie. Cette nouvelle annoncée par l'UNACOIS Japo se confirme sur le terrain. C'est le cas au marché Tilène. D'après les informations que j'ai eues, le stock qui est à Richard-Toll, ça peut ravitailler très longtemps le pays. En tant que distributeur, d'après les informations que j'ai eues, le sucre qui est là-bas peut ravitailler très longtemps le pays. Mais pour l'instant, sur le prix, il n'y a pas de différence. Comme le sucre importé coûte au même prix que le sucre local, je pense que c'est la même chose. Reste à croire si les populations vont prendre goût au sucre local, ce qui n'est pas le cas si l'on en croit ce commerçant. Moi, je vends du sucre local que pendant le mois de Ramadan parce que le sucre importé est mieux et les clients le préfèrent.
Le sucre local n'est pas de bonne qualité et on ne peut pas le stocker très longtemps. C'est-à-dire stock. Les commerçants affiliés à l'UNACOIDEF n'ont pas souhaité s'exprimer. Les populations, elles, peuvent se frotter les mains avec le prix de kilogramme qui ne risque pas de connaître une hausse. Merci Fatima Thiam. À présent, le focus du jour qui porte sur la fistule obstétricale. Le prétexte, c'est la journée mondiale de la fistule, une maladie grave qui survient après un accouchement prolongé. Une maladie également fréquente dans les zones enclavées où l'accès aux infrastructures sanitaires est des plus difficiles. Issues de milieux défavorisés, les femmes atteintes de fistule obstétricale peinent à se prendre en charge. Fatou Kinedem, Abzoundoy. Un accouchement difficile peut entraîner une fistule obstétricale. Comprenez par là une communication anormale entre la vessie et le vagin. On a un accouchement qui démarre, un bébé qui est en train de progresser vers le petit bassin, donc pour pouvoir sortir, mais qui va comprimer la vessie contre l'os du pubis. Cette compression, lorsqu'elle ne dure pas, ne pose pas de problème, mais lorsqu'elle dure, va entraîner une absence d'alimentation de cette vessie en sang, ce qui fait que le tissu ne vit plus normalement. Il en résulte une destruction localisée de cette vessie. Conséquence, il n'y a plus de contrôle, donc c'est des pertes d'urine qui surviennent de façon permanente. Cela va entraîner des irritations au niveau de la peau, ce qui entraîne des lésions qui sont désagréables, qui sont douloureuses, mais il y a les mauvaises odeurs qui surviennent. Mais indépendamment de tout ça, il y a un certain degré de rejet social. Les facteurs de risque sont multiples. On remarque qu'il y a un pic de fréquence entre 14 et 20 ans, mais il y a aussi les problèmes d'accès aux structures de soins. Problème de moyens également dans la prise en charge pour les patientes en majorité stigmatisées. Les compétences existent, les structures pouvant prendre en charge existent, mais concrètement, il se pose un problème de moyens au niveau de ces femmes. Aujourd'hui, la prise en charge s'améliore avec le ministère de la Santé. Des campagnes de sensibilisation sont menées dans certaines zones pour identifier les patientes et les orienter dans des structures sanitaires. La fistule obstétricale à Kolda, l'accès difficile aux structures de santé, les excisions et autres tabous de la société, autant de facteurs qui favorisent la présence accrue de cette maladie dans la région. Une correspondance signée Abdoulaye Diallo. La fistule obstétricale constitue une problématique dans la santé publique des populations de Kolda à cause du nombre important de femmes porteuses de cette maladie. Cela est un véritable fléau dans la région de Kolda de manière générale. Les partenaires qui travaillent, les services qui travaillent dans ce domaine savent que c'est un véritable problème de santé aujourd'hui. Donc il y a également d'autres cas, d'autres types de victimes, pas connus du grand public, et moins évoqués, mais aussi douloureux que les fistures. C'est ce qu'on appelle le prolapsus. Et ça, c'est des choses très difficiles, douloureuses. Mais malheureusement, lorsque ces deux impairs arrivent à la femme, elle a tendance à se recroqueviller sur elle-même. C'est parce qu'on considère la femme comme une maladie honteuse. L'excision et les mariages précoces étant les principales causes de cette maladie, nombreuses parmi les porteuses de la fistule sont en zone rurale où la couverture sanitaire est déficitaire. Il y a un manque criard de personnel de santé qualifié dans les structures sanitaires de la région de Kolda. Certaines localités sont par endroits très éloignés des postes ou cases de santé. L'analphabétisme, la pauvreté et l'absence de routes praticables aidant, nombreuses parmi les femmes du Fouladou ne font pas correctement les consultations prénatales. Elles sont aussi nombreuses les femmes qui font des accouchements à domicile et même si elles sont porteuses de la fistule, elles ne se présentent pas dans les structures sanitaires de peur d'être stigmatisées. Les femmes sont tout le temps cachées parce qu'elles ne veulent pas du tout vilipender peut-être leurs problèmes aux autres. Alors que quand on ne montre pas sa maladie, on est toujours confronté à des problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, fistule est le prolapsus. Le prolapsus, c'est à l'accouchement qu'on le reçoit. Après avoir accouché, et les femmes, tout le temps, a son col de l'utérus qui sort. Donc ça sort, finalement, il y a des femmes qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Donc ça, tout ça, ce sont des conséquences qui sont liées à l'excision. La quasi-totalité des femmes koldoises victimes de la fistule appartiennent généralement à des foyers démunis, d'où leur difficulté à se soigner correctement.
Au Sénégal, les victimes de la fistule sont souvent laissées à elles-mêmes. Le Sénégalais lambda fustige le comportement de certaines familles, comme vous pouvez le constater dans ce reportage signé à Fatidia et Diafaraba. Une matinée calme à face d'alarme, Khadisen achète quelques légumes chez la revendeuse établie dans son quartier. En cette journée dédiée à l'élimination de la fistule dans le monde, cette mère de famille compatit pour toutes les victimes. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Aucune mère ne mérite d'être abandonnée. Les femmes atteintes de fistules vivent souvent de véritables drames. Pour Ibrahim Seck, leurs époux ont failli à leur mission. Même mala buy ànd ak yow ba nga feebar mais du tax mu bala waxuma la ak nit nag à doomu aadama. Même l'animal est fidèle en compagnonnage, à plus forte raison l'être humain. Une épouse, c'est comme une moitié. On doit l'assister dans toutes les épreuves. Dund ak moom yërëm ko. La jeune génération, quant à elle, déplore le comportement de certains conjoints. Je crois qu'il ne faut pas les abandonner parce que la femme est mère. C'est elle qui éduque ses enfants. Donc, une fois tombée malade, il faut l'aider. Il ne faut pas la laisser tomber quand même. Quand on se marie avec une fille, c'est pour rester avec elle pendant toute une vie et pour fonder une famille. Donc, il ne faut pas se désengager en cas de ce genre de choses, quoi. Les femmes victimes de fistules voient souvent leur famille s'éloigner. Seules face à la maladie, elles deviennent de véritables laissés-pour-compte. Les Sénégalais sensibilisent pour que ces mères soient assistées et aimées par leur famille qu'elles ont tant chérie. Basketball pour démarrer avec le CNBS donc, qui va organiser les All-Star Games les 30 et 31 mai prochains au Stadium Marius Ndiaye. Un budget de 5 millions de francs CFA a été dégagé pour une organisation correcte de l'événement. Pour l'heure, les listes des joueurs donc, ne sont pas encore, les listes des joueurs ne sont pas encore tombées, comme vous pouvez également le voir dans ce reportage signé Chertidiane John et Tierno Laurent Mendy. C'est définitif, la date des All-Star Games est fixée les 30 et 31 mai prochains. Occasion pour les dirigeants du basketball sénégalais de réunir les cracks de la discipline dans un tournoi, mais également de faire jouer les anciennes gloires. Cette année, le principe en fait c'est de réunir la crème du basketball sénégalais autour de l'événement. Le All-Star Game des filles et le All-Star Game des garçons. Et entre les deux matchs, nous aurons un concours d'adresse et un concours de dunk pour agrémenter la journée. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la veille, le 30 mai, au soir, à partir de 17h30, il y aura une série de rencontres, de matchs entre les anciennes gloires, aussi bien du côté des femmes que des hommes. Là aussi, ce sera l'occasion en fait, de fédérer toute la famille du basket. L'édition de 2014, deuxième édition du genre qu'une telle compétition se tient au Sénégal. Dur pour les dirigeants et encadreurs de publier la liste définitive. Oui, il est vrai que c'est difficile, mais nous avons fait appel aux entraîneurs. Chaque entraîneur nous donnera son meilleur 12, aussi bien au niveau des garçons que des filles. Et nous allons faire un travail de synthèse, faire un travail de récapitulation et procéder pour le choix définitif. Nous allons prendre les joueurs qui ont le plus de voix dans le poste auquel ils jouent. Et je pense qu'à l'issue de ça, ça sera vraiment facile de déterminer les équipes qui vont jouer. Les entraîneurs connaissent les bons joueurs, donc il n'y aura pas de surprise. Ce sont les meilleurs qui sortiront du lot. Peut-être qu'il y a des gosses qui n'ont jamais été des internationaux, qui vont apparaître dans le choix des All-Stars. Et ça, c'est bien, c'est la promotion même du basket local. En dehors de l'aspect festif, cette compétition va permettre aux tenants du basketball national de détecter le talent sénégalais pour éventuellement préparer la relève au sein des différentes sélections. Tournoi de beach volley à Dakar les 24 et 25 mai prochains sur le sable de la plage de Djamala et au moins 6 pays vont s'affronter. Nous écoutons à ce propos François Raoul Latouf, secrétaire général de la Fédération de volleyball au micro de Chertidiane John. La compétition va regrouper quand même des équipes qui ont déjà confirmé, soit le Cap-Vert, le Maroc, la Sierra Leone, le Sénégal
qui ont actuellement confirmé leur participation. Donc on attend d'ici les prochains jours pour avoir les autres pays qui auront confirmé leur participation, puisque la compétition va tourner au moins autour de 12 pays africains qui vont participer à ces éliminatoires des championnats du monde. Oui, aussi bien des équipes des paires masculines que des paires féminines. Le Sénégal va présenter une paire masculine et une paire féminine à cette compétition. Très bien. Voilà, François Latouf, c'était tout pour cette édition donc. C'en est fini pour ce journal. C'était un plaisir de vous le présenter. Bon week-end, Léa. Excellent week-end, cher Tidiane. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec Ibrahima Khan. Et puis, tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Alassane Samba Diop dans son émission Questions en direct. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.